Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat de Cité MKO, le énième du genre. Ce soir, nous avons choisi de parler d'un homme de culture. Ce soir, nous avons voulu en savoir sur un immense savant malien, mais surtout africain. Ce soir, nous avons voulu entendre parler de tradition, mais de tradition orale. Ce soir, nous voulons connaître la culture et une certaine culture africaine. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons voulu connaître qui était Amadou Hampâté-Bâ. Mais il n'y avait pas mieux que de trouver sa fille, celle qui est aujourd'hui la gardienne de tout ce vestige de tradition, de culture, de savoir et de savoir-faire emmagasiné et amassé par son père tout le long de sa vie. Une vie riche de connaissances, une vie riche de savoir et des savoirs qu'il a toujours voulu lui-même transmettre et ouvrir au monde. C'est pour cela que Amadou Hampâté-Bâ n'est pas que malien, Amadou Hampâté-Bâ n'est pas que africain, Amadou Hampâté-Bâ justement est un produit de l'universel et qui a participé tout le long à l'universalité, à la construction de cette universalité dans le monde qui lui a permis d'apporter lui aussi sa part contributive d'Africains dans ce domaine. Mesdames et messieurs, comme vous, je suis aussi fasciné par la personne et la personnalité de Amadou Hampâté-Bâ que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion ni de connaître, ni de rencontrer, si ce n'est à l'occasion et des pérégrinations de mes lectures. Je me suis intéressé justement aux écrits de ce haut personnage. Je me suis intéressé aux prises de parole de ce haut personnage et à tous les coups, j'en ai non seulement appris, mais j'ai eu envie d'apprendre encore. Cela fait quelque temps qu'on a cherché justement à avoir dans ce space la personne qui est la mieux indiquée aujourd'hui sur cette terre pour nous raconter son père. Mesdames et messieurs, nous avons la présence aujourd'hui de Rukiatou Amadou Hampâté-Bâ, qui est elle-même en charge de la fondation Amadou Hampâté-Bâ installée en Côte d'Ivoire, qui est connaisseur de son père, qui est connaisseur de la culture qui a été justement mise en œuvre par son père, et aujourd'hui qui peut véritablement nous parler de son père. Merci de nous parler de votre père. Je vous donne la parole déjà pour juste 2 petits mots d'introduction, le temps
que l'on puisse aller dans le vif du sujet. Merci infiniment de me donner la parole, cette parole qui est redoutable dans la mesure où celui au nom de qui nous organisons ce space est un maître de la parole et je n'ai pas la prétention de l'être et je ne vais pas prendre la parole non plus pour vous dire ce que vous ignorez, mais tout simplement pour vous rendre la politesse que vous me faites. Donc je vais parler à cœur ouvert avec une familiarité affective. Je continue. On n'attendait pas moins de vous, Ruki. On est vraiment ravis de vous avoir ici. Vous avez un public africain ou africaniste ou originaire d'Afrique, et en tous les cas intéressé par les savoirs et la culture africaine, et visiblement parlant de cette Afrique, de ses traditions, de sa culture, on ne peut pas ne pas évoquer votre père Amadou Ampateba. Mais sans plus tarder, je vous donne juste la parole pour que vous puissiez nous dire qui était votre père et pour que vous puissiez nous raconter votre père qui. Alors, comme je le disais, Amadou Ampateba, vous l'avez bien rappelé dans le propos liminaire, a cessé d'appartenir à son pays, le Mali, comme il disait que le Mali est sa mère sur le plan créaturel, à la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption. Il appartient à l'Afrique et au-delà. Et moi, en tant que fille, c'est le regard des autres porté sur Amadou Ampateba qui va nous faire découvrir la dimension historique de celui qui était resté avant sa mort dans les relations filiales qui structurent les relations de père en fille. Donc, beaucoup de gens connaissent Ampateba, mais ceux qui viennent de nous rejoindre aussi, je pense que il serait bon de le présenter, et qui mieux que lui-même pour faire cette présentation-là. Il disait que dans sa vie, il a été un guignard et un vénard. Je tiens ces propos de sa conférence, enfin son allocution lors de son départ de l'UNESCO. Son père meurt alors qu'il n'a que 3 ans. Il dit que là, c'est sa guigne qui agit. Et sa mère épouse en seconde noces un chef de province qui fait de lui son fils adoptif. Donc, en cette qualité, il aura l'opportunité d'aller à l'école occidentale. Et à cette école occidentale-là, il va pouvoir mettre en parallèle l'école africaine à laquelle il a été initié aussi, à travers les traditions orales, puisque la cour de ce père adoptif était un vivier culturel où des grands chantres venaient. Il a été spécialement fasciné par un qui s'appelait Koulel, un grand conteur, de son vrai nom Soulebo Sako. Et tout ce qu'il entendait, il l'emmagasinait, il trouvait ça beau, il allait le restituer à son groupe d'amis. Mais surtout, il a commencé à les transcrire parce qu'il avait désormais un outil d'écriture. À partir de ce moment-là, il a dit au départ, il a fait inconsciemment, comme on se gratte parce qu'on a envie de se gratter. Et après, il s'est rendu compte que ça pouvait aider à mieux connaître la culture et le culturel africain. C'est à travers le regard des autres qu'on découvre Ampateba. Donc, sur cette plateforme, je reste convaincue qu'il y a des personnes qui connaissent mieux Ampateba que moi-même. Donc, je serai juste un petit canal pour transmettre ce que j'ai pu avoir un peu plus dans les manuscrits et les partager avec vous. Donc, par rapport aux éléments autobiographiques, vous savez, c'est donner la parole à Amadou Ampateba ou du moins une synthèse de ce que j'ai lu, notamment à travers son allocution du départ de l'UNESCO,
où il disait que dans sa vie, il a été un guignard et un vénard. Donc, sa vie est comme un film un film policier avec des rebondissements. Il dit il a été frustré et gâté. Et donc, son père meurt quand il n'a que 3 ans et sa mère épouse en seconde noces un chef de province. Et ça va être déterminant dans sa vie parce que si son père n'était pas mort, il allait être un berger certainement s'il a tout dit. Mais cette opportunité lui a été donnée d'aller à l'école occidentale, mais surtout de bénéficier des visiteurs, des sachants qui fréquentaient cette maison familiale et de s'abreuver, de voir toute la beauté et la richesse de ce qu'il entendait à travers parce que il se définissait, il dit qui suis-je? Il dit au demeurant je ne sais pas, je cherche à le savoir. Il dit je suis celui qui sait qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Il dit que par conséquent il demeure un élève perpétuel à l'écoute de tous ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Il n'est pas un maître, mais il sait où se mettre pour mesurer, où il doit se mettre pour émettre. Et qu'il appartenait à toutes les philosophies, sauf à celle de l'intolérance politique, religieuse et raciste. Et donc, c'est Amadou Hampâté-Bâ qui aura la chance de fréquenter ces deux écoles d'école africaine, parce que ce dont il parle, il a vraiment vécu, il a connu l'école des initiations. Il explique que qu'est-ce que la culture. On peut pas dire que l'Afrique n'est rien de On n'entend pas très bien, Rocky. Le son s'en va. Il faut peut-être parler dans le micro. Ah ah. En fait, j'essaie de me connecter à travers l'ordinateur, mais je sais pas, mais là, je parle à Non. partir de mon téléphone. Oui, c'est le Donc, téléphone. C'est le téléphone qu'il faut utiliser. ah, ok, je suis sur le téléphone. Voilà, vous m'entendez mieux? On entend nettement mieux. Ok, d'accord, je vais parler plus fort. Alors, où est-ce qu'on en était? Bon, en tout cas, Hampâté-Bâ qui va bénéficier de la double culture. Il va comprendre les enjeux de l'heure parce que avant lui, il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit, donc il est le père de la littérature africaine francophone. Avant lui, les savoirs sur l'Afrique étaient donnés par les autres. Et donc, il a pris conscience qu'il fallait fixer cette oralité-là. Il dit lorsqu'il écrit, c'est de l'oralité couchée sur du papier parce qu'il il pense en peul et la langue française lui sert juste d'instrument pour exprimer sa pensée peule profonde. Et donc, il va avoir un parcours. En 1950, il bénéficiera d'une bourse de l'UNESCO et ce sera sa découverte avec la France et il donnera un compte rendu de cette expérience-là et ça lui a permis, selon lui, de voir comment les Occidentaux élevaient leurs enfants et comment lui il a été élevé par ses parents. Et surtout de voir comment est-ce que, quand les informations étaient recueillies, comment elles étaient transmises, les modalités de transmission, mais surtout le contenu même de ces informations-là, et de voir que pour la plupart, elles étaient erronées. Et donc, il va mener des combats à l'UNESCO pour justement la réécriture de l'histoire de l'Afrique vue par par les Africains. Et donc, dans l'enceinte de l'UNESCO, il va également se battre pour la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire africaine, parce qu'il disait qu'il fallait faire une différence entre l'écriture et le savoir, et qu'il était issu du pays des savants illettrés.
Donc, il mènera tous ces... Je pense que Rocky Ampateba a dû perdre la connexion. Sans doute qu'elle va se reconnecter à nouveau. En tout cas, je l'y invite pour juste qu'elle accepte l'invitation et puis qu'elle remonte sur le stage. Rokiatou Ampateba, si vous m'entendez, répondez juste à l'invitation que je vous ai adressée. En espérant que tout se passe bien et qu'on aura le plaisir justement d'entendre toujours Rokiatou Ampateba, comme je vous l'ai indiqué, qui est donc la fille de Amadou Ampateba, celle qui est donc la gardienne de tout ce qui est savoir écrit, savoir oral, l'ensemble des discours et l'ensemble des prises de parole de Amadou Ampateba. Et elle est aujourd'hui l'administratrice générale de la Fondation Amadou Ampateba qui est en Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai rappelé, Amadou Ampateba est un personnage originaire du Mali qui tout le long s'est intéressé donc à la culture de l'Afrique, à l'environnement africain, aux traditions africaines. Et surtout, Amadou Ampateba s'est investi pas mal sur la transmission du savoir via l'oralité, ce qui lui a permis d'être donc présent longuement comme ambassadeur à l'UNESCO. Et tout le long, Amadou Ampateba a animé pas mal de conférences, pas mal de séminaires et pas mal de colloques au cours desquels il s'est toujours imposé comme non seulement gardien de la tradition en Afrique, mais en même temps un grand chantre de l'oralité. Et vous savez que pendant très longtemps, il a été contesté aux Africains que nous sommes que l'oralité n'était pas une des sources de transmission du savoir. Tout le long de l'engagement de Amadou Ampateba, il est arrivé justement à imposer la transmission de la tradition du savoir via l'oralité comme étant un des mécanismes de transmission. Rappelez-vous simplement la grande réunion qui a eu lieu autour de Kouroukanfouka. Ce sont un certain nombre de savants et de sachants qui se sont réunis justement tout le long et qui ont accumulé leurs connaissances et leur savoir tout le long et qui ont été donc à l'origine justement de la construction de ce beau texte qui date donc du 12e, 13e siècle et qui représente la première constitution, la charte du Mandé, la première constitution qui a été mise en œuvre. Et cette constitution qui régissait justement l'ensemble des pouvoirs, aussi bien exécutifs que judiciaires, mais aussi législatifs, dans une dynamique de séparation des pouvoirs et dans une dynamique de consensus et d'échange entre les différents pouvoirs, et qui donne l'occasion justement de se sentir comme dans un État moderne. Au-delà, nous avons l'ensemble de nos détenteurs de savoir culturel notamment. Je pense à la grande famille, à la grande communauté des griots, qui tout le long ont été les chantres de la tradition, ceux-là qui ont pu être des conseillers des rois, ceux-là qui ont pu être des messagers des rois, et ceux-là qui ont été souvent les vrais vecteurs de transmission de nos connaissances, de nos savoirs, et faire en sorte aujourd'hui que les traditions africaines aient aussi de l'allure. Je demande juste à Madame Rukiatou Ampateba de bien vouloir appuyer juste son micro pour que je puisse justement lui donner encore la possibilité d'être parmi nous, ce dont je me réjouis. Rukiatou, vous avez à nouveau la parole. Il y a eu un peu une coupure, donc j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Alors, ça a coupé pendant que vous étiez en train de parler de votre père,
D'accord. encore une fois sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, notamment qu'il était contre donc tout ce qui était race, euh, discorde politique. Voilà, vos mots sont vos mots, j'ai du mal à les transmettre. Mhm. Ok. Euh, euh, je sais pas à quel niveau je me suis arrêtée. J'ai parlé de son décès et tout, non? Non, on était à sa naissance et puis à sa vie. Ok. Oui, on peut poursuivre justement sur sa vie. Ok. Sur sa vie, il est né à Bandiagara au Mali en 1900 et, euh, et son père meurt, ça on avait déjà dit, quand il n'a que 3 ans et sa mère épouse en seconde noces un chef et avec cette, il aura la chance d'aller à l'école occidentale et il va pouvoir avoir accès à la culture africaine et il va comprendre les enjeux de l'heure parce que juste avant lui, les savoirs se transmettaient de manière orale de génération en génération, mais du fait de la colonisation et l'introduction de l'école occidentale, bah, il y avait plus d'apprenants, comme on disait, de postulants à l'initiation et donc et l'initiation même va se réfugier. Ceux qui pratiquaient la médecine étaient poursuivis pour exercice illégal, bon, en tout cas. Et donc, lui, il a consacré sa vie à recueillir ces traditions-là avec pour objectif d'aider les Africains à mieux se connaître et aider les autres à mieux connaître les Africains et donc, il va avoir accès à l'UNESCO et au sein de l'UNESCO, il va aussi se battre pour la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire. Et après, il se consacre à mettre en forme ses archives, d'où certaines publications ont été faites, mais il reste encore de nombreux documents d'une valeur scientifique inestimable non encore publiés. La famille s'est donc organisée et m'a désignée comme la gestionnaire du fonds, mais j'agis au nom avec la bénédiction de tous les ayants droit d'Amadou en Pateba. Donc, on a bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire pour la création d'une fondation qui est la continuatrice de cette œuvre qu'il laisse à sa postérité. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'on pourrait évoquer Amadou Hampâté-Bâ, le philosophe d'une part, Amadou Hampâté-Bâ, l'historien, et Amadou Hampâté-Bâ, l'auteur de littérature, parce que il a écrit pas mal d'ouvrages. Donc, est-ce qu'on peut l'évoquer sur ces trois séquences-là? Voilà, il nous disait que la connaissance africaine est une connaissance globale et que le même sachant était aussi bon en histoire, en géographie, voilà, il se définissait comme étant un conteur. Et les conteurs, il dit, c'est pas celui qui raconte des histoires, mais le conteur sont pour la société africaine traditionnelle ce que sont les professeurs aujourd'hui. Et par-dessus tout, il était un conteur. Et comme vous avez dit, cette connaissance globale, il a été écrivain et il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit en gardant le génie de la symbolique Peul. Il dit lorsqu'il écrit, c'est de l'oralité couchée sur du papier parce qu'il pense en Peul et la langue française lui sert juste d'instrument pour écrire sa pensée Peul profonde. Donc c'est pour ça que on peut toucher les couleurs, sentir, il se transporte sur le lieu de l'action. Et aujourd'hui, c'est un corpus important qui est enseigné dans des écoles. Et en Côte d'Ivoire, ici, c'est au programme de licence 3, Savoir et Pouvoir, dans Kaïdara, Djendo Dewal, et à travers le monde, à l'Université de Chicago, dans d'autres en Inde. Enfin, donc, l'historien, il disait qu'il n'était pas historien, qu'il était rapporteur de l'histoire.
Donc, il s'est battu pour la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire. Et une des œuvres emblématiques, c'est l'Empire Peul du Massina, dont le deuxième tome est encore dans les inédits du fonds documentaire à la Fondation. Et il y a El Hadj Omar vu de l'intérieur, on a les rois Bambara de Ségou. On a vraiment beaucoup de documents sur tous les mythes de création, les cosmogonies, tout ça. Et ben le philosophe aussi, il a questionné toutes les interrogations, les déchirements qui sont en l'homme, entre le bien et le mal, dans des œuvres comme Diendo Dewal, Mère de la calamité, voilà. Et aussi l'ethnologue, comme on disait, avec toute la collecte des données, leur transcription et surtout la linguistique. Il disait que le problème de la langue, de l'écriture de nos langues est le problème sur lequel la jeune Afrique s'est le moins bien penchée. Et il regrettait que les devanciers n'avaient pas fait quelque chose. Il dit il a critiqué, c'est facile de critiquer, mais après il est passé à l'action. Donc il s'est battu et il a mis en place un alphabet qui tire sa source de l'alphabet latin et de l'alphabet arabe et les sons spécifiques au Peul. Et en 66, il a soumis ça à une commission, à la conférence de Bamako sur les langues et ils ont trouvé la démarche originale, on l'a adoptée et c'est ce qui sert de transcription de toutes les langues africaines. Mais ils ont pris la version latine et la version en arabe. Il a souhaité a créé une fondation en 77 à Sévaré au Mali pour lequel il n'a pas reçu d'autorisation. Et donc, il a traduit même le Coran en peul et on a beaucoup de documents à la fondation qui sont en langue peul. Et je sais qu'à Madina Gounass, c'est assez bien développé, mais ça n'a pas encore pris la vitesse de croisière. Donc, c'est un des chantiers aussi que la Fondation va essayer de poursuivre et bon, tous les projets qu'il avait à cœur aussi. Voilà ce que je peux dire un peu de l'écrivain, le philosophe, l'historien, l'ethnologue et surtout aussi le soufi. Le soufi parce que la religion occupait une place essentielle pour lui. Parce qu'il dit dans la vie, il y a 3 dimensions. C'est l'homme vis-à-vis de lui-même, l'homme vis-à-vis de son semblable et de son environnement, et l'homme vis-à-vis de Dieu. Et donc, c'est à 33 ans qu'il a dit que son maître spirituel l'a coiffé de son bonnet. Et donc, il devait accepter d'occuper cette mission-là. Et voilà, donc c'était un soufi qui a gravi des échelons. On peut même dire qu'il est un saint homme, mais il n'aime pas le dire. Parce qu'il dit le vrai saint n'est pas celui qui va se mettre en ermite. Il dit le vrai saint, c'est celui qui a découvert Dieu et qui continue de servir ces semblables-là. Mais il est un fait certain qu'il avait cette forte dimension-là spirituelle aussi. Voilà. Il est clair que en plus de tout ça, votre père, Amadou Ampateba, était aussi un sage. Et quand on lit aujourd'hui, à travers les citations nombreuses qu'il a exprimées tout le long de sa vie, on sentait une certaine sagesse, justement, qui nous permet d'essayer de comprendre le rapport de Amadou Ampateba à la vie, notamment à la vie en famille. On sait que il était issu de communauté Peul pétrie de tradition et de conservatisme. Le rapport homme-femme était un sujet pour Amadou Ampateba. Le rapport homme-mariage dans le cas d'un mariage polygamique aussi. La notion de famille à l'extensif. Tout cela parlait à votre père et pour tout cela, y compris le rapport de l'homme à la justice, le rapport de l'homme à l'État et la notion d'État, notamment dans le cadre
du royaume Bambara qu'il a connu, qu'il a décrit, notamment dans le cadre de l'empire du Massina également, sous le règne des différents rois, dont Sékou Amadou, un ensemble de situations sur lesquelles votre père s'est exprimé en tant qu'historien, en tant qu'homme de culture, en tant qu'homme de savoir. Là aussi, on pourrait éventuellement vous entendre là-dessus. Mais ça fait tellement de choses à la fois que je sais pas par où passer. Mais comme votre père, vous êtes aussi une savante comme moi. Alors, par rapport à la famille, mais déjà, on lui a posé la question, quel est son rôle, quel était son rôle dans la société? Ben, il disait que, à l'instar de tout traditionniste africain, il dit c'est d'appliquer le Yérédon, la connaissance de soi, et puis le Kunudon, la connaissance du passé. Il estimait que pour que les Africains rentrent, puissent parler de leur pays, il importe de se connaître. Et cette connaissance-là, pour lui, elle ne devait pas commencer avec l'histoire. Il dit parce que avant l'histoire, il y a les mythes de création, les cosmogonies. Avant d'arriver à l'histoire et les différents âges qui ont suivi, il dit sinon, si on va pas dans le fondement même de notre civilisation, c'est comme si on va du centre vers la périphérique, mais on va pas aux origines. Donc ça, c'est important pour lui. Le Yérédon, le Kunudon, le Tlomadio, la culture de l'écoute, parce qu'il dit souvent l'origine des guerres, et c'est pour ça que c'est formidable ce que vous faites d'instaurer le dialogue, qui est vraiment la chose importante et qui est des fois méprisée, mais quoi qu'on dise, c'est la meilleure force qui frappe contre les divergences, les malentendus, les sources de tous les maux moraux qui sévissent entre les hommes. Donc, ça avait cette culture du dialogue, mais aussi d'éviter de jeter sa semence dans la jachère. Il dit, c'est pas la peine de dispenser des connaissances à une personne qui n'en veut pas. Donc, voilà un peu l'homme, le traditionniste qui avait... parce que les valeurs dont il parle, et qui étaient celles de l'Afrique traditionnelle, il les a portées. C'est-à-dire dans la famille, c'était le sens de la communauté. On a vécu dans une grande cour ouverte et chaque soir, on savait pas où on passait la nuit. Hein. Il n'y avait pas la chambre de tel et tous ceux qui étaient dans la maison, et Dieu seul sait qu'on avait des cousins, des étudiants, ceux qui étaient de passage. C'était la maison du bon Dieu. Tout le monde avait la place et donc voilà, il était le responsable de tout ça, un père responsable. Et qui considérait ses filles avec beaucoup de respect autant que ses fils. Et si aujourd'hui je suis en train de gérer une fondation, ça correspond à la vision d'un homme qui avait la tête dans la tradition mais les pieds dans le modernisme, parce qu'il disait que la tradition n'est pas l'antagoniste du modernisme. Et justement, dans les conférences qu'on a, il donne l'image antécoloniale de la femme qui était sacrée, qui était considérée à l'égal d'une divinité, qui était respectée, il n'y avait pas de violence physique, et l'évolution de cette femme-là à travers, et pour devenir ce qu'elle est, mais voilà, même le foyer, le bois, et toute la dimension spirituelle. Et il disait que la femme pouvait être définie comme un champ mystérieux où Dieu fait germer une semence énigmatique. Et c'est en la femme que l'homme commence à vivre et à se sublimer. Et donc, les filles que nous étions étaient considérées, et c'était aussi l'homme du dialogue des générations. On pouvait aborder toutes les questions avec lui. Il nous disait qu'il n'était pas un père au cœur de granit, et que même si on a fait des erreurs, il était en même de nous conseiller pour ne pas le faire. Il était très, 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 très ouvert. Et puis, voilà. Mais par contre, et quand on vous disait papa veut te voir, on sait qu'il avait une âme redoutable, et c'était la parole. Hein. On préférait encore avoir. Il nous a jamais tapé,
mais quand il te lance un mot, des fois, ça fait très mal. Il nous disait: «Mes filles, à vous de choisir, si vous voulez faire de votre corps un dépotoir, heu, pour, tous les hommes ou si vous voulez faire un réceptacle saint où Dieu vient s'exalter, à vous de choisir». Mais il donnait des avenues comme ça, hein, mais c'était quelqu'un qui était, très ouvert, très tolérant et voilà, on avait des bonnes relations avec lui. Avec les mamans, on l'a jamais vu vraiment, s'énerver, perdre son contrôle, taper, voilà. Donc il aimait ses propres enfants à la même enseigne que tous les autres et il respectait les gens pas en fonction de ton avoir, de qui tu étais, non. Parce que pour lui, il a dit que dans les Écritures saintes, il est dit, «Le ciel», Dieu dit: «Le ciel et la terre ne me contiennent pas, mais le cœur de mon serviteur fidèle, oui». Il dit donc aimer son prochain, c'est une manière active et effective d'être avec Dieu et ça, il était, cet homme-là. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'était quelqu'un qui était, très, très drôle. Enfin, drôle, je veux dire, il avait le sens de l'humour, il disait: «Parce que toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Riez, riez, le rire est le baromètre de la bonne santé, du cœur». Il se tournait lui-même en dérision et il était, voilà, un esprit malicieux. Qu'est-ce que je peux dire, d'autre? J'ai vu une scène justement où, de façon très intrépide, Mmh faisant allusion à la tradition, un journaliste a demandé à votre père et pardon à vous mh. pourquoi il était polygame ou un truc comme ça. Il a une réponse à la fois cinglante mais en même temps très précise. Je pense que cette anecdote, vous l'avez. Oui, il avait un naturel, il disait les choses, comme, et il lui posait la question, «Oui, monsieur Ampateba, combien de femmes avez-vous et pourquoi vous les avez épousées?» et tout. Alors il lui a dit, il dit: «Voilà, c'est les genres de questions que les jeunes gens doivent éviter, de poser aux vieillards lorsqu'ils leur rendent des visites de courtoisie. Sinon, ils vous diront que votre père est mieux placé que lui pour répondre à cette, question-là». Il dit, parce que, il dit: «Tout ce qui touche à la vie, intime et sacrée», il dit: «C'est sinon, de me dire, ôte ton pantalon pour voir comment tu es constitué, quoi». Il dit: «Mais bon, comme il a décidé d'être disponible pour tout le monde et puis voilà, il dit: «Voilà, j'ai 4 épouses». Il a dit: «En fait, pour lui, tout cela, c'est des questions physiologiques qu'on a emmenées dans un terrain, religieux qui a vraiment pas à voir». Il y a des gens qui se disent monogames, mais qui sont aussi, des polygames cachés, et que, le roi Salomon avait 1000 femmes avant et que bon, mais il était, lui, il respectait chacun dans sa position, mais il était foncièrement, musulman et il respectait, voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cela. Chacun avait le choix. Il a dit: «Ça dépend de comment», voilà. Voilà, voilà, il était ouvert et avant-gardiste, visionnaire, tolérant, respectueux, voilà. Juste le dernier tournant, si on parlait donc du rapport de Amadou Hampâté-Bâ avec les religions, et si on parlait également de son rapport avec le politique, et on peut se poser la question de savoir pourquoi Amadou Hampâté-Bâ, pétri d'autant de savoir, de culture, de connaissances, n'a jamais baigné dans la politique, par exemple. Heu, oui, parce qu'il a dit que, la politique, c'est une bonne chose. Il dit: «Il peut pas interdire à la jeunesse, de vouloir, prétendre à la politique». Il dit: «Mais pour faire la politique, il faut bien connaître, ce qu'on veut, défendre». Par exemple, j'ai devant moi, je pensais que c'était en visio, hein, je pensais que vous verrez, mais bon, j'ai devant moi un document, un texte qu'il avait fait, lettre à un Africain, si vous permettez, je vais vous dire.
Il dit, nous avons dénoncé avec le colonialisme, nous en avons fait systématiquement le vecteur principal de tous nos malheurs politiques et économiques, le bouc émissaire de nos divisions sociales et même la cause de nos antagonismes personnels. Nous avons demandé la direction de nos affaires en promettant aux nôtres, aux cultivateurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux commerçants, aux artisans et à tous les misérables des cieux remplis de bonheur. Ils ont cru en nous, nous les avons convertis à notre nouvelle religion, la politique à l'européenne, politique entièrement emportée. La bagoue magique des missionnaires de notre nouvelle religion a enflammé nos jeunes. Ceux-ci foncent tête baissée, animés par la vigueur juvénile, vigueur hélas inexpérimentée. Les théories et les slogans sont une chose et les réalités en sont une autre. Nos jeunes sont prêts à tout, je le sais. Ils iront, ils le disent même avec foi, jusqu'au martyr, pourvu que la grande cause africaine triomphe. Je dis, tout cela est magnifique. Et notre droit de disposer de nous-mêmes justifiera notre prétention. Cependant, l'enthousiasme précédant l'épreuve sont courants et communs à tous les hommes dans tous les pays. Mais l'épreuve seule affirme et consacre l'enthousiasme et transforme en courage qui fait des héros. Et les héros sont souvent modestes, ils sont peu bavards. Donc, c'est pour donner un peu sa vision de... Pour lui, il dit, pour faire la politique, il faut connaître, déjà savoir connaître son pays. Et il trouvait dommage que les Africains aillent prendre des étiquettes qui sont des étiquettes importées et qu'on ne part pas sur la base de notre culture pour construire notre développement, socialisme, tatati, tatata, et qui viennent. Il dit donc qu'il trouve ça dommage qu'on soit tout le temps en train de mimer les autres parce qu'un socialisme, je ne veux pas rentrer trop politique, je ne le suis pas aussi, mais on a ce socialisme naturel chez nous avec notre humanisme. Il dit sinon, c'est toujours le même fanion sur la voiture, le même tapis rouge à l'Assemblée nationale. Il dit c'est même les mêmes mimiques, les mêmes... il dit même la clochette. Il dit à tel point qu'on se demande si l'oiseau blanc est parti en laissant son nid chaud et l'oiseau noir est venu s'y mettre, quoi. Il dit, faut faire la politique. Il dit, mais la vraie politique n'est pas dans la violence, dans les verbes. La vraie politique, c'est dans la conviction et surtout le grand fossé qui sépare la poignée d'intellectuels et la grande masse qu'on veut servir, quoi. Donc, il dit, du choix qu'on va prendre va dépendre de l'avenir. Donc, on est responsable face à l'histoire et à l'évolution de notre continent, quoi. Voilà. Alors, le dernier élément, je reviens là-dessus, c'est le rapport justement avec les religions. Je pense notamment à la tolérance de Amadou Hampâté-Bâ vis-à-vis des religions autres que l'islam. Et puis Amadou Hampâté-Bâ avait un rapport spécifique également à la justice. Sa notion de justice était quasi universelle. Tout à fait. Il a eu le prix de l'écuménisme. Pour lui, il faut voir ce qui nous réunit plus que ce qui nous converge, qui nous différencie, par exemple. Pour lui, la base de toute religion ne peut pas être un frein au développement à moins de ne pas le comprendre. Et toujours, il faut cette tolérance-là aussi. Donc, il s'est vraiment battu pour le rapprochement des religions, notamment ceux qui croient en un seul Dieu, les religions écuméniques. Il dit parce que ça, c'est quelque chose de très important. Même les religions africaines, ils estimaient qu'elles étaient gages de progrès. On n'a pas attendu vraiment les religions révélées pour avoir
cette vision du monde, que la vision africaine du cosmos est une vision religieuse et que c'est ce que les Peuls appellent Guénon et les Bambara Mangala, et voilà, dans toutes les ethnies ça existe, et c'était le respect du minéral, du végétal, de l'animal, et donc il disait que ces religions-là aussi sont gage de progrès. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très ouvert. Il a même écrit un livre aussi, Jésus vu par un musulman. Dans les manuscrits, on a aussi une étude comparative entre le pater chrétien, la fatia musulmane, et dans les différents rituels aussi. C'était quelqu'un qui était qui était très ouvert. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, mais on va donner l'occasion justement aux gens sur le space de venir prendre la parole, sans doute de s'interroger, de vous interroger, et aussi d'avoir peut-être l'occasion de prolonger ce débat qui est un bel échange entre nous. Tierno, vous avez la parole. Tierno, vous avez la parole. Voilà. Ça a sauté encore. Ça fait la deuxième fois que je donne la parole à Tierno. Mais à ce stade, donc, c'est ouvert. Le débat est ouvert. Merci à tous ceux qui veulent prendre la parole, donc, de la prendre. Tierno, je vous confirme de nouveau. Tierno, vous avez la parole. Oui, Tierno. bonsoir, maître. Je ne sais pas si tu m'entends, parce qu'à chaque fois, je monte, je m'entends. Oui, allez-y, je vous entends. Allez, d'accord, donc c'est bon. Parlez un peu plus fort, par contre, on vous entend pas bien. Ah bon? Oui, le son, quoi. À moins que vous ayez un casque. C'est bon maintenant? C'est bon, c'est très bon. Voilà, d'accord. Bon, merci, je disais, pour l'espace, mais surtout pour la personne ainsi que tout ce qu'il incarne. Et merci à la Fondation Ampateba d'être là. Je ne sais pas si c'est madame qui est derrière le compte. Maintenant, je vais 3 questions, mais qui vont tourner autour d'un même sujet, c'est-à-dire le rapport de Ampateba avec la jeunesse. D'abord, la première question, c'est qu'on dise, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas, que le test... Alors, je vais demander à Ruki de prendre des notes parce qu'il va y avoir une série de questions comme ça, justement, pour répondre après, parce que c'est après que vous allez répondre. Donc, tiens-nous, allez-y. D'accord. Je disais que... Qu'est-ce que je disais? J'ai 3 questions qui vont tourner autour du même sujet. Le rapport à la jeunesse. Le rapport de Amadou Ampateba avec la jeunesse. Parce que bon, on dit que la lettre de Amadou Ampateba adressée à la jeunesse, je ne sais pas de plus quelle année, est le testament d'Amadou Ampateba. Est-ce que d'abord c'est vrai que, en fait, en termes d'écrit, c'est la dernière chose qu'il a pu produire de manière intellectuelle? Ça, c'est de 1. De 2, si c'est vrai, quel était ce rapport-là qu'il avait de si particulière pour attacher ses derniers mots, sa dernière réflexion intellectuelle à la jeunesse africaine globale? Troisième chose, c'est que quand moi je lis la lettre d'Amadou Ampateba à la jeunesse, je vois 3 personnages. Et d'ailleurs, M. Konaté a posé la question qui relève des 3 rôles de la personne. Je vois un prêcheur. Quand je dis prêcheur, je veux parler, en fait, j'ai l'impression que c'est un religieux qui me parle quand je lis la lettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme si c'est un sociologue qui me parle, un psychologue, je peux dire en même temps. La troisième chose, c'est comme si j'avais, en fait, je ne sais pas, même si je peux rattacher le visionnaire au religieux, mais je sais, peut-être que ça n'a pas les mêmes rapports. Maintenant, je préfère les détacher. En même temps, j'ai l'impression que c'est un visionnaire qui me parle. Je ne voudrais pas donner les 3 aspects parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Je pensais que ce ne sera pas beaucoup. Mais il y avait des parties dans cette lettre-là qui m'ont toujours, en fait, je m'y tiens toujours à ces parties parce que ce sont les parties qui m'ont beaucoup plus frappé dans la lettre d'un parti adressée à la jeunesse. Maintenant, je ne pourrais pas les lire parce qu'il y a du monde et il y a des intervenants qui sont là. Je préférerais m'en arrêter
à ces trois questions-là. Merci, maître. Peut-être après. Merci beaucoup, Thierno. Vous revenez quand vous voulez. Je voulais juste demander l'autorisation à ceux qui passent devant elle de lui donner l'occasion de nous parler parce que elle doit nous quitter d'ici quelques temps. C'est Madina Thiam. Madina Thiam qui est donc historienne, spécialiste de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest des 19e et 20e siècles. Et Madina Thiam est professeure d'histoire africaine à l'Université de New York. Madina Thiam, je vous donne la parole. Madina Thiam, votre micro. Madina Thiam, je vous donne la parole. Votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Madina Thiam, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon. Alors, Madina Thiam n'est pas là, c'est dommage. Je donne donc la parole à Master Pièce. Bonsoir, maître, et bonsoir à Madame Ampateba et à la fondation également de Amadou Ampateba. C'est un plaisir de la voir et d'échanger avec elle. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Merci. Alors, maître, pour revenir à ce que vous avez dit quand vous avez dit Ampateba le sage, je me rappelle qu'il a toujours dit qu'il ne sait pas qui on l'appelle sage, mais il connaît un seul sage de Badjankara, c'est bien Tcherno Bokar Cham. Alors, puisque sa fille chérie est en direct avec nous, j'aimerais qu'elle nous dise quelle était vraiment l'influence de Bokar Cham et sur Amadou Ampateba, parce que il en parle beaucoup, et j'aimerais qu'elle nous élabore un peu les relations qui étaient entre ces deux. Alors, je ne sais pas si je peux continuer, mais je voudrais qu'elle prenne le temps de répondre à ça. Allez-y, elle va répondre peut-être à tout le monde. Alors, l'autre, c'est évidemment sa position politique. Il était un peu apolitique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait de politique. Je me souviens que lorsqu'il a été nommé ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, et quand il a résilié cette fonction, il est resté en Côte d'Ivoire. Et beaucoup du côté du Mali, il y avait une tension évidemment entre Modibo Keïta et Houphouët-Boigny à l'époque, et avait vu de cela d'un mauvais œil, jusqu'à ce qu'il soit le négociateur principal qui a permis au Mali d'avoir un accès au port d'Abidjan. Et c'est en ce moment que beaucoup de Maliens ont compris que Amadou Ampateba était beaucoup plutôt un asset pour le Mali que quelqu'un qui a pris position pour Félix Houphouët-Boigny. Alors, est-ce qu'elle a un peu d'informations sur ce chapitre de l'homme? Alors, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de venir et je vais revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez. Est-ce que Madina Thiam est là encore? Bon, Madina Thiam n'est pas là, donc Kodoy a la parole. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, Rogiatou. Bon, moi, j'ai pas une question, mais je voulais juste faire une intervention rapide parce qu'on n'a pas parlé aussi du côté poétique de Hampateba. Surtout, Hampateba était un très, très grand poète, même si sa poésie était trop philosophique. Mais Hampateba, surtout, il a toujours aussi, c'est-à-dire, il a un côté où, c'est-à-dire, il faisait parler tout. C'est-à-dire, il faisait parler la nature, il faisait parler le bétail, c'est-à-dire, pour lui, tout était vraiment parole. C'est pourquoi je vais juste parler de ce qu'il appelait les tatati, c'est-à-dire les triplés. Par exemple, il disait que Aduna Kobal de Tati, c'est-à-dire le monde est 3 jours. Hanki, Hande, Django. C'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Et c'est-à-dire, et il avait une manière de démontrer ça. Je suis sûr que quand j'essaie de traduire ça, ça n'aura aucun sens en français. Mais revenez toujours sur ces triplés pour dire aussi que Jetode Kotachi. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, dans la tradition Peul, quand tu salues quelqu'un, toujours tu passes par son nom de famille. Par exemple, Seidiba. C'est-à-dire, en le saluant, ça revient toujours, c'est-à-dire son nom de famille revient toujours Ba. Et dans ce Ba, c'était la lignée, c'était la famille, mais aussi c'était l'honneur, etc. C'est pourquoi il dit, lui, en démontrant ça, il disait que Jetode Kotachi, il disait, il n'y a que 3, parce que ce bas aussi était un remerciement. Il disait, on ne peut remercier, c'est-à-dire il n'y a que 3 remerciements. C'est-à-dire Dieu se remercie lui-même en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit, Geno yetto hori mulum, netto yetta netto, c'est-à-dire l'humain remercie l'humain et
Netlo Yetta Allah, et l'humain remercie Dieu. Donc, il ramenait toujours à Guénon, c'est-à-dire ce triplé, il revenait, c'est-à-dire dans le monde temporel, mais aussi il le ramenait au-delà du temporel pour faire montrer aussi que la création elle-même, c'est en trois, parce qu'il remettait la création sur le savant, l'amitié, et le troisième truc, c'était la richesse, c'est-à-dire Gando. Comment il disait ça encore? Oh my gosh, c'est tellement profond que je n'arrive pas à traduire ça, surtout que je suis pas un bon francisant, là. C'est-à-dire Gando, Gallo et Seila Gal. Mais il disait aussi que c'est, malheureusement, si on voit que le monde est devenu ce qu'il est, c'est parce que ces trois, c'est-à-dire le savant et l'amitié et la richesse, étaient descendus avec, c'est-à-dire la confiance, l'honnêteté, et surtout la bienveillance. Mais malheureusement, le savant reste, la connaissance, le savant reste, l'amitié reste, la richesse reste, mais il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de bienveillance, et il n'y a plus je disais, honnêteté, bienveillance, et surtout la confiance. Donc, ceci est remonté. Et ceci est extrêmement important dans le Pulagu. Bon, le troisième truc sur lequel je voulais revenir, c'est là où il fait parler, par exemple, le tisserand, tout le matériel, par exemple, ce tisserand qui était sur, c'est-à-dire sa place en train de tisser, par exemple, ses pagnes. Il disait, il appelait ça Kurtungu Jitala. Il disait, je ne sais pas si je peux traduire ça. Bon, c'est vraiment compliqué pour moi de traduire ça, mais c'était tellement extraordinaire, c'est-à-dire ce poète philosophe, c'est-à-dire tout pour lui était parole. Il faisait parler, par exemple, quand il parle du tisserand, tout outil que le tisserand utilise, il disait, ça représentait quoi et comment cet outil parlait au tisserand. Par exemple, le mouvement entre la main et les pieds, mais aussi, c'est-à-dire la bobine, par exemple, qui traversait, par exemple, les fils pour les rendre, par exemple, en pagne. Qu'est-ce que ça disait, qu'est-ce que ça représentait dans le Pulagu, et surtout aussi il expliquait toujours les serments Peul. C'est pourquoi, à travers lui, à chaque fois que vous lisez Ampateba, et surtout en tant que Peul, vous ne voyez que, c'est-à-dire la pureté de l'homme. Il ne va jamais dire qu'il est saint, mais si vous le lisez, si vous l'écoutez, vous allez voir en lui un homme saint. Qu'est-ce que veut dire vraiment la sainteté? Mais dans l'humilité. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vraiment c'est-à-dire la fondation, et pour que vraiment beaucoup de ces œuvres qui n'ont pas été encore écrites ou bien qui n'ont pas été publiées, comment faire pour les publier. Donc, merci beaucoup, et merci à toi, Maître, aussi, de nous faire plonger dans cet univers. Merci. Merci infiniment, Kodoy. Merci d'être là, et vous revenez quand vous voulez. Madina Thiam est revenue en espérant qu'elle va ouvrir son micro cette fois-ci. Madina Thiam, c'est à vous. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Je suis désolée, j'avais un problème de son là où j'étais, donc j'ai aussi raté une bonne partie des 10 dernières minutes. J'espère qu'il y aura pas de répétition. Mais merci, Maître, de m'avoir accordé la parole. Et un grand merci à Madame Rokiatou Amadou Ampateba pour tout ce qu'elle nous a apporté. Là, j'ai énormément appris depuis le début du space. J'ai pris beaucoup de notes. Et merci surtout pour le travail formidable que vous abattez au niveau de cette fondation. C'est pas facile n'importe où, mais en Afrique également, de faire ce travail de préservation historique. C'est des choses qui requièrent énormément d'investissement, énormément de moyens, énormément de temps, et vraiment c'est juste formidable ce que vous faites avec la fondation, et voilà, je tenais à le reconnaître et à vous rendre hommage durant cette discussion. Je voulais juste ajouter quelques éléments par rapport à certains des thèmes qui ont été abordés au début du space. D'abord par rapport à qui était Amadou Ampateba, et Madame Rokiatouba l'a présenté dans ses propres mots. Et moi, il y a une autre expression qu'il utilise
qui est très intéressante, c'est qu'il se décrivait comme le fils aîné du siècle. C'est quelque chose qu'il écrit dans, il me semble, dans Al-Koulel, l'enfant Peul, le premier volume de ses mémoires. Le fils aîné du siècle, pourquoi? Parce qu'il est né vers janvier ou février 1900 à Bandiagara, comme ça a été dit. Et ce n'est pas juste parce que c'est au début de l'année, au tout début du siècle, qu'il est fils aîné du siècle, mais surtout, si on replace vraiment ça dans le contexte historique, en tant que personnage historique, où est-ce qu'il se situe? 1900, c'est vraiment non seulement, c'est-à-dire la fin de la conquête coloniale et le moment où l'Afrique de l'Ouest bascule dans une nouvelle ère, qui sera sous domination européenne, ça va réorganiser complètement les rapports géopolitiques, les systèmes éducatifs, toute l'exploitation qui a lieu à ce moment-là des populations et des ressources de l'Afrique de l'Ouest. On se situe vraiment au début de ce basculement-là. C'est un bouleversement énorme, et ça, c'est quelque chose qui va d'une certaine manière façonner la trajectoire d'Amadou Hampâté-Bâ. Mais également, et c'est quelque chose qui est très important, et je pense que c'est revenu dans les discussions là tout de suite, on se situe moins d'un demi-siècle après une période qui a vraiment aussi façonné sa trajectoire, qui est cette période du 19e siècle où il y a une série de révolutions islamiques, d'États islamiques et de mouvements de réforme, de mouvements de production intellectuelle qui prend place dans tout le Sahel. Dans tout le Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui façonne beaucoup sa trajectoire à Hampâté-Bâ, même si il est né plusieurs décennies plus tard. C'est quelque chose dont les conséquences continuent de façonner l'Afrique de l'Ouest et le Sahel au moment de sa naissance. Je fais référence à quoi? Par exemple, dans son héritage familial et dans la région dans laquelle il est né, cette région du Delta au Mali, donc il est originaire de Bandiagara, on en parlait tout à l'heure. C'est une région qui a été largement façonnée au 19e siècle par le combat un peu fratricide qui a lieu entre les communautés Peul locales du Massina et l'invasion de la communauté Toucouleur et d'El Hadj Omar Tall. Et ça, c'est quelque chose qui façonne la région, mais qui façonne également son histoire familiale. Il en parle, hein, il explique par exemple que quelques décennies avant sa naissance, 40 de ses pères d'hommes qui faisaient partie de sa famille maternelle, de sa famille paternelle qui était issue du Massina, sont tués par des membres de l'autre communauté. Et ça, c'est des choses dans beaucoup de familles de cette région-là du Delta, il y a des histoires similaires, c'est-à-dire des histoires très douloureuses de ce conflit fratricide qui a lieu avec l'invasion d'El Hadj Omar, mais également juste après ça, des familles qui se forment et des familles qui mélangent les deux communautés. Et ça, c'est un double héritage. Je crois que Madame Rokiatou-Ba parlait de son double héritage occidental et africain, mais ça, c'est un autre double héritage qu'il a avec lui toute sa vie. Ce double héritage à la fois du Fouta et du Massina qui a façonné de nombreuses familles dans la région dont il est originaire et qui va également façonner une partie de sa production intellectuelle. Je vais m'arrêter bientôt, mais je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt parce que c'était très important aussi par rapport à l'ouvrage qu'il écrit, l'un des ouvrages qu'il écrit, l'Empire Peul du Massina, qu'il publie en 1955 et qui est issu d'une enquête qu'il a menée pendant très longtemps dans cette région pour retracer justement cette histoire-là, qui est une histoire un peu douloureuse mais très importante, du conflit entre les troupes d'El Hadj Omar et la Dina du Massina. Donc il publie cet ouvrage et effectivement il s'agit du volume 1, l'Empire Peul du Massina. Si vous procurez ce livre, c'est écrit sur la couverture volume 1 et le volume 2 n'a jamais paru. Alors j'entendais tout à l'heure, si j'ai bien compris, il me semble que le volume 2 existe. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens et Madame Rokiatou aussi vient de le dire que le manuscrit, en tout cas sous une forme ou d'une autre, existe parce qu'il aborde justement toute cette partie-là du conflit avec El Hadj Omar, de cette invasion, etc. Mais c'est quelque chose dont il a dû travailler dessus pendant des années et des décennies. Le travail historique, c'est quelque chose de très difficile qui prend beaucoup de temps. Et il choisit de ne pas publier ces histoires-là malgré tout le travail investi
justement parce que il ne serait pas souhaitable qu'exhumer ces histoires-là puisse exhumer ou raviver, des douleurs liées à ce conflit du 19e siècle. Et ça aussi, c'est une histoire qui est, je pense, qui nous en dit beaucoup sur la personnalité d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc, il y a tout le travail scientifique qu'il effectue, qui est un travail de longue haleine, c'est des choses qui requièrent vraiment beaucoup d'efforts, de s'entretenir avec énormément d'interlocuteurs. Pour le premier volume de l'Empire Peul du Masséna, il explique qu'il a collecté à peu près 1 millier de témoignages. Donc on s'imagine l'ampleur du travail, mais également la force d'esprit et la présence d'esprit de se dire, ce n'est peut-être pas le moment, malgré tout le travail qui a été investi, ce n'est peut-être pas le moment de publier, de rendre public ces travaux, parce que ça peut créer des problèmes dans la communauté et parce que finalement le plus important, c'est la cohésion. Et c'est de s'assurer qu'on ne puisse pas utiliser des histoires anciennes pour recréer des conflits nouveaux et finalement décide de ne pas le publier. Voilà, c'est un peu une petite anecdote, mais je pense que ça nous en dit aussi beaucoup sur le lien entre ces 3 facettes du personnage dont Maître Konaté parlait, philosophe, historien, auteur. Tout va ensemble et tout est mélangé et ça explique aussi la force du personnage. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je pourrais vraiment dire à d'autres moments s'il y a des choses qui sont dites, mais je voulais juste un peu compléter certaines des choses qui ont été dites auparavant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madina Thiam, et ce regard de l'historienne que vous êtes était tout aussi important que toutes les prises de parole aujourd'hui. Je vais donner la parole à Taki Kanté. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maître Konaté. Bonsoir Madame Rouketo Hampâté-Bâ. C'est vraiment un grand plaisir. Moi, je suis une grande fan du sage de Bandiagara, Amadou Hampâté-Bâ, et c'est vraiment un délice en fait de vous écouter. C'est très rafraîchissant d'écouter la fille d'un baobab comme Amadou Hampâté-Bâ, qui est vraiment une figure notoire de sagesse, et ses œuvres sont vraiment l'un des plus beaux fleurons de la connaissance universelle, profondément ancré vraiment dans la sagesse Peul, africaine, universelle, et il est vraiment une source intarissable de savoir. Par exemple, dans son livre Aspects de la civilisation africaine, il y a une partie où il dit le soleil, la lune, les étoiles et tous les grands phénomènes atmosphériques sont considérés comme étant des agents de la force céleste. Ils personnifient chacun une des multiples forces de l'être suprême. Moi, je suis très touchée par ce genre de passage parce que bon, déjà, moi-même, je travaille dans le domaine de la coopération économique, mais je suis également écrivaine, auteure d'un recueil qui s'appelle La face cachée de la lune. Et ce sont des passages qui me touchent énormément. Et en fait, je suis très très admirative du travail que vous menez à travers votre fondation pour la vulgarisation des œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ à travers le monde. Et je me dis en fait que dans le contexte mondial actuel, où nous vivons vraiment de plein fouet une crise de l'analyse critique, une crise du dialogue. Plus que jamais, en fait, nous avons vraiment besoin de nous ressourcer avec la richesse du patrimoine immense que nous a légué Amadou Hampâté-Bâ. Et ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce que la Fondation organise, par exemple, des ateliers de réflexion avec des universités au Mali, par exemple, ou avec des associations. Voilà, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous menez ce genre d'activité? Parce que je suis pas trop au courant. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci infiniment, Taki. Merci d'être là. Et tu reviens quand tu veux. Je donne la parole à Toto. C'est drôle d'avoir des noms comme ça, Toto. Exactement, c'est un pseudonyme. Oui, mais vous êtes Toto. Voilà, également, merci. Vous êtes Toto, vraiment? Non, Toto, mon nom c'est Lassina. Bon, je vous ai poussé à le dire, c'est que vous êtes Toto alors. Je suis pas Toto. Ok, merci Maître Konaté, merci pour l'organisation de ces spaces. Voilà, j'en profite aussi pour féliciter la fille
voilà, l'éminent écrivain Ampateba. Voilà, merci pour vos différents éclaircissements sur la vie de l'homme. Donc, en fait, Amadou Ampateba, pour moi, est une source de cohésion pour toute l'Afrique. Voilà, de brassage de culture et autres. Mais ma question fondamentale aujourd'hui, c'est de comprendre, est-ce que aujourd'hui, par exemple, avec les différents développements politiques dans le Sahel et autres, où en quelque sorte la communauté Peul est un peu stigmatisée au niveau de tout ce qui est dérive terroriste et autres, est-ce qu'aujourd'hui la fondation Ampateba a des ressources nécessaires pour quand même essayer de trouver des solutions, à même de conseiller ou bien d'organiser la communauté Peul, voilà, vers les idéologies qui ont été défendues par le défunt père. Voilà, donc c'est ma question. Merci. Merci. Merci infiniment. Vous revenez quand vous voulez. Amadou Estal a la parole. Merci maître pour ce space. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Amadou Tal. Je suis de la 5e génération des descendants de l'âge Martal. Je viens de Dinguiraye, en République de Guinée. Et je suis auteur de poésie, mais aussi très passionné par la culture africaine, par l'histoire africaine en général. Donc, je suis une personne qui a particulièrement grandi auprès de sa grand-mère et donc qui s'est nourrie de beaucoup de sources orales. Et au-delà, j'ai aussi écouté beaucoup de personnes, de griots, beaucoup de types de profils sur justement l'histoire Peul, sur l'histoire de El Hadj Omar Tall. Et d'ailleurs, j'accompagne la fondation El Hadj Omar Tall sur justement des sujets de recherche, de manuscrits et aussi de reconstitution de l'histoire. Donc, moi, ça me fait beaucoup plaisir justement d'écouter dans ce space, d'écouter Rokiatou, Madame Rokiatou, et donc l'histoire de Ampateba, qui est le seul auteur que j'ai lu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, l'auteur que j'ai lu, qui a fait un livre que j'ai lu plus de 7 fois. Ça, c'est L'étanche de Sandro Wangrin. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et ça fait aussi énormément plaisir de retrouver Dame Madina Cham, que j'ai découvert il y a 2 ans sur un documentaire sur YouTube. Et qui parle aussi d'ailleurs de l'histoire de El Hadj Omar Tall et les Peuls du Massina. Alors, moi, j'ai quand même des questions ou des demandes. Donc, j'ai fait beaucoup de collections de traditions orales, notamment sur l'histoire, le parcours d'El Hadj Omar en Guinée, qui est d'ailleurs très mal connu, parce que l'époque, le temps dans lequel les chercheurs ont écrit sur l'histoire de l'âge Omar Tall, c'était un temps où particulièrement la partie de la Guinée était très fermée. Donc, moi, je fais de la collection et je suis aussi justement ouvert à... je suis demandeur justement de contact pour pouvoir justement échanger sur ces questions. Et je suis aussi à la recherche de manuscrits. Donc, Madina Cham, la Fondation Empathie et toutes les personnes qui seront ici potentiellement détenteurs de sources, de manuscrits, je suis preneur. Et donc, voilà. Et je suis encore une fois très ravie d'apprendre des différentes personnes qui sont dans ce space. Merci. Merci infiniment Amadou Tal. On va donc donner la parole en dernier à Youssouf Sidibé qui vient de monter. Youssouf Sidibé, vous avez la parole. Ensuite, on reviendra donc à Rokiatou
Amadou Ampateba, justement, pour la série d'interrogations qui lui a été adressée. Youssouf Sidibé. Youssouf Sidibé, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Par contre, on vous entend très mal, s'il vous plaît. Vous avez peut-être un casque, vous êtes loin du micro. Oui, en fait, je suis dans le transport. Alors. C'est pas évident, il va y avoir des interférences. Prenez votre temps, arrivez au bout safe, s'il vous plaît. Arrivez au bout safe, vous aurez l'occasion de prendre la parole. On a encore une petite heure à passer ensemble. Ok, super. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup. C'est donc la chance de Fabiola Ngongo de prendre la parole. Fabiola, vous avez la parole. Fabiola, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci pour la parole, maître. Je tiens à présenter mes félicitations à Madame Rukiatou Ampateba. En tout cas, on a été très édifiés quand on entend la position de Monsieur Ampateba concernant la femme, concernant la vie, concernant la spiritualité. Alors, moi, je suis panafricaine, donc je suis de la RDC. Et la seule question que j'aimerais poser à Madame Rukiatou Ampateba, comment peut-on travailler ensemble pour pérenniser, parce que j'entendais une intervenante qui parlait de la crise. Je pense qu'il y a une crise identitaire aussi en termes d'auteur et de culture au niveau de l'Afrique. Et c'est de saisir éventuellement toute cette technologie-là pour qu'on puisse remettre à jour des monuments comme Ampateba et que qu'on puisse à cet effet propulser comme ça la fondation et le travail exceptionnel qu'elle fait, parce que porter un héritage comme ça, ce n'est pas facile. Femme aussi, porter l'héritage d'un grand monsieur, d'un monument planétaire, ce n'est pas facile. Alors moi, je suis ouverte. Si il y a une façon, s'il y a des pistes, en tout cas, pour la RDC, c'est une sœur. Je suis partante parce que c'est exceptionnel ce qu'on vient d'entendre, le récit que moi je viens d'entendre sur Ampateba, ça a une autre résonance pour les autres cultures, pour les autres pays, parce que c'est vraiment comme une biographie qu'on est en train de voir en images, avec les mots, avec c'est exceptionnel. Donc voilà, merci beaucoup et puis félicitations encore, bravo, bravo. Merci infiniment. Je donne la parole donc à Rukiatou Amadou Ampateba pour répondre justement à la série d'interrogations et puis surtout faire les commentaires et les développements qu'elle souhaite faire. Rukiatou. Merci infiniment. Je suis très émue et encouragée par le retour de ces questions, et une fois de plus, merci vraiment pour l'intérêt de maintenir vivace la mémoire d'Amadou Ampateba qui nous a quittés il y a déjà 33 ans de cela. Alors, pour revenir à la question... Attends, j'ai oublié le nom, je n'ai pas noté. Le rapport d'Amadou Ampateba par rapport à la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, il disait que lui-même, il n'a jamais cessé d'être un enfant. Que quand on lui dit le vieux, il se voit encore en train de poser ses pièges et tout. Donc, c'est un esprit vraiment... Il disait aussi que les idées de vieillard sont des idées de cimetière. Il faut les semer dans la tête des jeunes. Donc, je disais que la jeunesse occupe une place prépondérante dans l'œuvre d'Amadou Ampateba. Lui-même, son esprit est resté jeune, mais en même temps qu'il était... Et donc, la lettre en 1985 n'est pas son dernier écrit.
En fait, il était malade, il a été hémiplégique pendant 5 années du côté droit, donc il n'écrivait plus. Il a gardé toute sa conscience. Il est décédé en 91. Donc les derniers écrits ont été en 86. Et là, au niveau de la fondation, on a déjà au moins 200 à 300 textes de conférences qu'il a eu à prononcer dans le monde. Et regarde, allô, vous m'entendez? Allô, vous Oui, m'entendez? toujours. Oui, oui, Ok. oui, toujours. Alors, il y a au moins 200 à 300 textes de conférences qu'il a eu à prononcer à travers le monde. Donc, jusqu'en 86, avant cet accident, enfin, cette crise hémiplégique, il a continué d'écrire. Donc, les différentes dimensions que notre frère a vues dans cette lettre-là sont bien là, le religieux, le psychologue, il était visionnaire aussi, c'est sûr. C'est sûr. Il a préfiguré à toutes les situations qu'on a aujourd'hui, et il a fait des lettres, des préoccupations qu'il avait. Il y a un texte, par exemple, à l'ombre de la sagesse soudanaise, où il était vraiment inquiet. Il était inquiet. Il disait aux jeunes Africains, il dit vieille terre d'Afrique, ton heure a sonné. Si oui, de ton esprit riche de toutes les lumières acquises au contact de la civilisation africaine, européenne et trempée de la foi ardente, tu as hérité de tes ancêtres, quelle que soit leur confession. Souviens-toi des héros autochtones dont nos légendes et nos grilles ont perpétué non seulement le culte de l'homme et l'esprit de sacrifice, mais la communauté fraternelle et la profonde fierté d'être ce qu'ils sont, des Noirs. Sois fier de ta race parce qu'un bel avenir lui est réservé, mais ne commets pas le ridicule orgueil de croire qu'étant noir, tu ne dois pas tolérer le blanc dans ta chaumière. Vous m'entendez? Oui, Non. très bien. Oui, Oh, très bien. ok. Jeunesse, ne tente pas de bouleverser les bonnes idées des ancêtres. Elles t'empêcheront, crois-moi, de tomber dans l'extravagance à vouloir réaliser sans une bonne et solide préparation de base et une épreuve enrichissante. Nous voudrions désormais que la race noire soit souveraine en pays noir. Quoi de plus juste et de plus conforme à la loi de la nature? Oserais-je m'élever contre une telle idée? Certes non, car ce serait de ma part une faute grave contre ma race. Mais je suis persuadée d'une chose, nos réformateurs, sans même qu'ils aient contre eux ce qu'on appelle colonialisme, ne pourront réaliser le moindre progrès sans que la masse indigène y soit préparée. Les beaux discours et les promesses utopiques amènent à un bouleversement extérieur encore plus grave que les résultats des fautes, des erreurs et maladresses de la des colonisateurs. Nous avons à changer notre mentalité. Beaucoup de jeunes intellectuels se sont penchés sur la société africaine. Ils l'ont cru socialement malade. Ils ont diagnostiqué et déterminé le mal et croient avoir trouvé l'agent transmetteur. Ils sont décidés, armés de grandes et bonnes et nobles idées, de lutter contre l'épidémie, mensonges, calomnies, abus de pouvoir et manque de droiture. Bon, je peux pas tout lire. Il dit, pour moi, l'effort le plus louable auquel nous devons consacrer notre activité physique et morale est celui qui consiste non pas à prendre n'importe quoi de la civilisation européenne, mais uniquement ce qui peut, sans fausser les assises essentielles de nos coutumes, assurer notre évolution. Il dit, parce qu'il était aussi visionnaire, comme on l'a dit, mais il connaissait aussi, il dit, quel est le degré de notre maturité politique? Tes enfants, blancs et ceux de toutes les confessions, de toutes les contrées, ont-ils le sentiment d'une interalliance africaine? Afrique, tu as assez des lieux silencieux propices à la méditation.
Lève ton sein droit et commande maternellement à tes enfants de faire un retour sur eux-mêmes avant de se lancer à corps perdu dans le gras combat final en gardant en mémoire ton adage. Celui qui demande l'égalité prépare la révolte. Il doit avoir les moyens de devenir assez puissant pour se garantir. Savez-vous que la tradition nous enseigne que cet esprit gouverne l'univers par période et que l'astrologie nous apprend qu'à partir de 45, nous entrons et jusqu'en 80 dans la 6e période du 8e grand cycle mondial. Quel est le génie maître de cérémonie? Selon l'ordre immuable de la succession, c'est le génie de la Lune qui sera le seigneur cosmique, succédant à Mars, régisseur des armées européennes dont l'activité s'est traduite toujours de 1909 à 44 par des rivalités, des emballements, des ruptures, des luttes et des destructions. Le génie qui nous régira 36 ans ouvrira toutes les grandes portes de voyage. Il tournera, hélas, la roue de changement, brassera la patte de complications et servira à tous un père fait de choses changeantes et capricieuses. La foule lèvera la tête. Il sera fortement question des femmes. Elles parleront fort dans les pays, prendront les décisions et les initiatives. Je ne vous fais entendre ici que l'écho de la voix muette de notre Afrique, mère chérie et bénie. Ta planète Lune dit qu'il sera fortement de question de toi et de ce que tu produis. Que vont devenir tes lieux romantiques, tes forêts, tes cours d'eau et surtout tes enfants? Y a-t-il encore parmi ces derniers des vrais initiés qui interrogent l'avenir pour déterminer quel est? As-tu en quantité suffisante des enfants de qualité capables de se donner sans demander outre mesure? Rien de plus néfaste que la soif de l'or. Elle déchaisse le cœur, la voix de l'amitié inconnue. Les liens de sang sont rompus. On ne soupire qu'après la fortune. On vend jusqu'à l'humanité. Donc ça, c'était un peu par rapport à la jeunesse. Il savait, il avait ce don de voyance, d'anticiper les situations. Il avait conscience que l'Afrique serait en face des situations que nous sommes en train de vivre. Et en même temps, il préparait aussi, quelqu'un posait la question si au niveau de la fondation, on peut avoir assez d'éléments pour accompagner. Peut-être qu'il y aura des recoupements. C'est Toto qui demandait ça. Si la fondation peut accompagner, aider les communautés, oui, très 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 certainement. Et parce que l'œuvre de réconciliateur d'Amadou Hampâté-Bâ est assez mal connue. Comme il le disait, il dit les héros restent modestes et voilà quelqu'un qu'on n'a jamais entendu se vanter ou se glorifier des actions qui menait, mais il a fait beaucoup de diplomatie souterraine. Déjà, il y avait un grand conflit qui existait au Mali qui durait depuis une centaine d'années entre les Cissé, les Tal et les Kunta. Et quand à la fête du Sidi, quand le Ogan est rentré en retraite, il a dit que le Mali était frappé sous le coup d'une malédiction et tant que les 3 frères ennemis ne se réconciliaient pas, il y aurait pas la paix au Mali. Et sur cette base de la culture, parce qu'il était imprégné, il a fait une démarche souterraine pour voir ces différentes familles. Il a composé un comité, on a tous les manuscrits et qui étaient dans ces comités-là. Et il a contacté aussi les politiques, dont Moussa Traoré à l'époque. Et ça aboutit à la grande réconciliation à Amdallaï en janvier 1978, où ses frères ennemis se sont donné la main. Et on a prié toute la nuit. J'avais 11 ans et j'étais présente à cette cérémonie-là. Et même quand il y avait des différends entre les agriculteurs et les éleveurs, il s'est toujours porté et sur la base de la culture. Il connaissait cette culture, il savait sensibiliser les gens, mais il n'imposait jamais rien. Mais il mettait les gens devant leurs responsabilités et il arrivait à résoudre toutes ces différentes crises-là. Et ça m'emmène à parler de la relation avec Houphouët aussi. C'est pas seulement cette question-là de 1900. Il a connu le président Houphouët en 1946. Il disait que Houphouët est son ami dans la conception négro-africaine du terme.
Et il disait que deux amis cessent d'être deux êtres différents, mais une seule âme logée dans deux corps différents. Parce que la joie de l'un fait le bonheur de l'autre. Il dit, c'est pas le président Houphouët qui est son ami, mais c'est l'homme. Comme il est dit dans Aspect de la civilisation africaine, les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Et donc, cet ami Houphouët, qu'il a connu bien avant qu'il ne devienne président, il a d'ailleurs, il y a des nombreuses correspondances que nous avons entre les deux hommes, certaines qui datent de 1952, 1955. Même lorsqu'il a été pressenti pour diriger la conférence générale de Côte d'Ivoire, il demandait conseil à Ampateba, qu'est-ce qu'il devait faire. Et par rapport au port d'Abidjan, sa relation de diplomate, c'est lui-même qui a fait une démarche anticipative parce qu'il avait vu que la fédération du Mali n'allait pas tenir non seulement par rapport aux personnalités de Modibo Mamadou Dia, mais aussi il a dit qu'il y avait toutes les prémices. Quand on a voulu monter le drapeau, c'était à l'envers. Il a su que ça ne marcherait pas. Et il a pris lui-même le cas rapide. Il est venu en Côte d'Ivoire où le président Houphouët était devenu président, mais qu'il n'avait pas vu depuis un bon moment. Il est venu loger à Trècheville chez le grand-père de Tidjane Thiam, c'était son logeur. Et alors, il lui a dit qu'il vient pour voir Houphouët. Il a dit, mais c'est pas facile de rencontrer Houphouët maintenant, il y a toute la garde et tout. Et puis, je crois qu'un ou deux jours après, ils sont allés pour l'inauguration d'une mosquée. Et là, Houphouët était à cette manifestation. Et de loin, il a aperçu son ami. Et il a laissé toute sa garde, il s'est approché vers lui et tout. Il a dit, ah, tu as fait quelque chose qu'un chef ne doit pas faire. Il dit, on laisse jamais ses attributs de chef pour aller vers un ami. Il dit, là, tu vas partir à reculons, sinon ton pouvoir est perdu, je n'y peux rien. Et il a dit, oui, d'accord, je vais faire ça, mais où est-ce que tu es logé, où tu es et tout. Ben voilà, et il est allé à le reculons, il a envoyé une voiture le chercher le lendemain. Et il est parti là, il a attendu toute la journée. Quand il est revenu, il a dit, bon, je suis venu, je sens que la fédération va pas tenir et si le Mali n'a pas se débouché sur la mer, les relations au Fouet c'est compliqué avec Modibo, donc faut que tu essaies de voir et tout. Il a dit, bon, il y a une réunion du Conseil de l'Entente. Je suis pas seule là-dedans, je peux pas prendre la décision. Il y a Maurice Yamiogo, Amani Djouri, ils sont là. Donc, il y a un dîner, tu viendras au dîner. Et au dîner, il a posé le problème et les autres étaient d'accord et Houphouët est arrivé. Il a dit, non, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, il a négocié, obtenu. Et même pas 2 ou 3 mois après sa démarche, ou peut-être 2 mois, la fédération a éclaté. On a dit plus de mise à disposition du port du Sénégal, mais il avait déjà négocié, obtenu celui de Côte d'Ivoire. Et quand il s'est agi d'envoyer un ambassadeur, Houphouët a souhaité qu'il soit le premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Et donc, pendant son mandat, il s'est vraiment efforcé à maintenir le climat, voilà. Donc, c'était pas toujours facile. Tout ça, il a écrit dans une lettre un peu testament, je peux dire, en 82 à Moussa Traoré, dans lequel il a décrit ces différentes étapes. Il a dit que il est malien, il est africain, mais il est malien, c'est la seule nationalité qu'il a eue. Il a été au service de son pays pendant 50 ans, sujet français, fonctionnaire malien. Et il est venu en Côte d'Ivoire avec ce titre d'ambassadeur. Et les dernières années de sa vie, il les a passées ici. Il a voulu faire sa fondation au Mali, comme je l'avais dit. Il n'a pas reçu l'agrément en 77. Il écrit ça aussi. Et ben voilà. Donc, mais tout cela pour dire que et tout ce qu'il a fait, il a fait vraiment dans l'optique de la paix. C'est-à-dire partout où il pouvait avoir de la paix, il a été toujours là. Et ça rejoint l'influence de Thierno Boubacar sur sa vie, qui était une personne foncièrement un homme de paix, un homme de paix.
l'influence de Thierno Boubacar sur sa vie est indéniable. Il dit qu'il est né entre les mains de Thierno Boubacar. Et quand il devait partir pour son premier poste au Burkina, sa mère lui avait demandé, en arrivant à Bandiagara, d'aller voir Thierno Boubacar, qui était son oncle. Et il a attendu le dernier jour, au moment où il partait, il est venu voir le maître, qui allait devenir son maître. Et le Thierno Boubacar lui a dit est-ce que c'est les consignes que ta mère t'a laissées? Il dit non, on m'avait dit de venir le premier jour et tout. Il dit bon, écoute, tu es en train de partir, moi je ne te force pas. Si tu arrives au Burkina et que tu as envie de devenir musulman, tu me le diras. Il dit mais je suis musulman. Il a dit quand tu pars au Burkina, si tu veux devenir musulman, tu m'écriras, sinon tu as le choix de ta vie, je t'impose rien. Il a dit mais je suis musulman. Il dit non. Il dit tu es né musulman. Il dit on le devient. Et donc il est parti au Burkina. Il dit il a continué de faire sa petite belle vie. Bon, enfin, il priait mais sans plus. Et jusqu'un jour où il était couché et il y a eu un orage très très fort avec des rayons de lumière et tout qui rentraient jusque dans sa chambre et tout ça. Il regardait le ciel. Il dit c'est comme si le ciel s'ouvrait, qu'il voyait les entrailles. Et tu dis mais qui peut faire ça si ce n'est que Dieu et tout. Et ça l'a vraiment donné une prise de conscience. Et il a écrit à Thierno Boubacar. Et Thierno Boubacar, sans être sorti de Bandiagara, était un savant. Il parlait au moins huit langues. Et c'était vraiment quelqu'un de tolérant, d'ouvert, de sage. Et le livre qui lui a consacré Vie enseignement de Thierno Boubacar n'est qu'une petite partie de ce qui reste. Il y a tout l'enseignement ésotérique qu'on a encore qui peut faire l'objet de plusieurs ouvrages pour encore voir. Il dit que souvent il voit pas la limite entre lui, sa pensée et celle du maître, quoi. Donc voilà. Donc la diplomatie citoyenne. Effectivement, Pateba était un grand poète. Il avait une sensibilité. Et là, on a des milliers de vers qui sont en peul, Donc, il y a tout un travail de déchiffrage. On a aussi beaucoup de documents ethnologiques inédits sur les Peuls. Depuis les mythes de création, on a au moins sur jusqu'à Peul 12. L'amour chez les Peuls, les habitats, les robes de vache. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire ce qui est publié n'est même pas un millième de ce qu'il a recueilli pour la postérité. C'est 70 ans de recherche. Donc, on se bat à la fondation pour... bon, on a inventorié pas mal. Là, on bénéficie de l'appui de l'UNESCO, via les archives nationales de Corée aussi pour leur numérisation et puis avec l'appui de la Côte d'Ivoire aussi. Effectivement, il dit tout parle en Afrique, tout cherche à nous communiquer, un état enrichissant des choses. Il dit apprends à écouter le silence, tu découvriras qu'il est musique. Et la trilogie aussi est importante parce qu'il dit même les piliers de la cuisine, le bois, c'est 3 et la Trinité. Voilà, il dit et le 33, le 3 c'est le mystère et le 33 c'est le mystère devant le mystère. Donc voilà. Et pour Madina, merci beaucoup pour les encouragements et la perspective historique qui a été donnée. C'est totalement rafraîchissant de ramener tout ça dans une perspective historique depuis le moment de la naissance. Comme il dit, il est né avec le siècle, il est un des fils aînés du siècle, comme vous l'avez si bien rappelé. Il est né en 1900, pendant la période de la saison froide, donc certainement janvier
ou février. Et Ampateba a ce double côté. Il est tout couleur et il est peul. Il est peul rouge comme on dit. Et donc il y a eu ce massacre là de 40 mâles de sa famille et son père s'est trouvé absent au moment par un concours de circonstances qu'il avait envoyé loin. Et pour le cacher, on l'avait envoyé, comme vous le savez, dans le temple à Bandiagara, où celui qui avait même ordonné sa, les autres membres de la famille soient tués. Et donc, il va se cacher, il sera caché, soi-disant, et on va lui apprendre le métier de boucher avec Alamojo jusqu'au moment où sa tante viendra dire qu'elle peut pas accepter ça et l'envoie chez le roi. Et le roi qui lui a dit, mais on pense qu'on l'a caché, mais en fait, depuis le premier jour qu'il est arrivé, je sais qu'il est là. Mais je me suis dit que si Dieu a décidé que il devait vivre, fallait qu'on le laisse, on le laisse vivre. Et donc après ces massacres, on avait souhaité que la réconciliation soit faite, et donc les Peuls rouges devaient épouser des tout couleurs. Et donc on sait que Patepulo, notre arrière-grand-père, est venu du Futa Toro. C'était un Silatigi, donc un maître d'initiation, et qui a décidé, parce que les Peuls étaient boulâtres, qui a décidé de se convertir à l'islam et de suivre El Hadj Omar, parce qu'il avait déjà un grand cheptel et tout, et il a suivi El Hadj Omar pour venir. C'est un grand mystique, un initié, disons. Donc, il avait des pouvoirs, et donc, sa fille Khadija Paté, la mère de papa, ne pouvait pas manquer de prétendants. Et quand on a voulu qu'elle épouse Ampaté, qui était lui Peul rouge, ben les tout couleurs ont dit il n'en est pas question, et que le mariage ne devait pas se faire, et que si le mariage se faisait, les enfants issus de ce mariage-là devaient tous mourir. Et donc le mariage s'est fait, et elle a eu 3 enfants, dont Amadoun Paté, Ampaté, lui, et puis sa jeune sœur Gabdo. Il dit il s'en est fallu de peu pour que la prophétie se réalise. Son frère aîné Amadoun est décédé. Ensuite, sa sœur Gabdo également. Et il dit que quand son tour est arrivé, Dieu est resté sourd. Donc les filtres, tout ce que les gens ont fait, voilà, il a pu sortir. C'est pour ça qu'il dit que dans sa vie, il a été un guignard et un vénard. Il dit qu'il devait pas naître Inaki, parce que si son père avait été tué, ben, il serait pas né. Mais ensuite, avec toutes les difficultés, donc il dit voilà, il est un vieux qui, comme une sardine, s'échappe des filets pour aller. Donc lui, donc il avait les deux côtés, et qui va parce que à cette époque-là, il y a eu le problème aussi de la Tijania, qui était les histoires de 11 grains et de 12 grains, parce que originairement c'était les 11 grains, la récitation de la perle de perfection. Après c'est resté dans le 12, et le grand conquérant El Hadj Omar a fait l'expansion avec le 12 grains. Et après, il s'est agi de revenir aux 11 grains, enfin, porté par Cheikh Mohamed Lagdar, qui est venu et qui cherchait un pôle. Ils ont fait après différentes pérégrinations, il est arrivé à Neuro du Sahel, il a rencontré le shérif Amala. Et puis, il lui a demandé, est-ce qu'il t'arrive de voir un songe, ce nom de Dieu-là, qui a mis il a dit oui, avec la différenciation de telle ponctuation, voilà. Il a pris le sable, il dit c'est toi le pôle. Mais toujours est-il que tous ceux qui étaient descendants directs d'El Hadj Omar ont décidé de ne pas revenir aux 11 grains. Ils ont considéré tout ce qui était des 11 grains
comme anti-français qu'ils ont dit aux Français, donc ils vont être persécutés. Et Mpateba lui-même va être persécuté parce que Thierno Boubacar, qui était le neveu direct d'El Omar, a décidé de suivre Chérif Amala. Et donc, et papa a décidé de suivre son maître. Et à l'époque, c'est Nourou Tall qui avait vraiment de grandes relations avec l'administration coloniale, a décidé que, étant donné que Thierno Boubacar avait trahi les siens et que tous ceux qui étaient comme élèves, il avait 103 élèves dans sa concession, devaient quitter son établissement, et tous ceux qui avaient des enfants mariés devaient divorcer. On devait plus rien vendre ni acheter chez eux. Et donc, les gens lui ont dit à Seydou Nourou Tall, il y a 103 élèves. Il y a 100 qui pourront obtempérer, mais il y a 3 qui sont des inconditionnels de Thierno Boubacar. Ils ne partiront pas. Et il a demandé des ethnies de 3. Donc, on a dit Tembeli, qui était Dogon, et puis Tamboura. Il les a fait affecter. Et quant à Mpaté, il a dit qu'il a convoqué tout le Fouta, et puis il a fait appel. Il a dit, voilà, on m'a dit qu'à 103 élèves, j'ai décidé que, voilà, tatati. Et donc, toi, comme étant donné que tu es mon neveu, du côté de ta mère, parce qu'elle est toute pleure, il dit donc, voilà, tout le Fouta qui est là, voilà, dans une balance, et ton Thierno Boubacar seul dans une autre balance. À toi de choisir. On m'a dit qu'il y a 103 et que 3 ne vont pas obtempérer. Et il lui a répondu, il lui dit, écoute, au moment où je t'ai connu, j'étais père de 5 enfants. On t'appelait père et on m'appelait père. Et si tout Bandiagara te dit que je vais pas abandonner Thierno Boubacar, voudrais-tu que sur une simple instruction de toi, que je puisse obtempérer? Et si je le faisais, ne peux-tu pas penser que je ferais la même chose pour toi? Il dit, advienne que pourra. Même si ma peau doit laisser ma chair, mes muscles, mes os et ma moelle, je resterai fidèle à Thierno Boubacar. Advienne que pourra. Il a dit, ben, tu t'en prendras qu'à toi-même. Et donc, il va vraiment être persécuté et avoir beaucoup de difficultés avec l'administration coloniale. Avec l'administration coloniale. Voilà. Donc, il va être persécuté, avoir beaucoup de difficultés à l'administration coloniale. Et c'est en 1942, pour échapper des griffes de l'administration, que Théodore Monod, le grand naturaliste français, va l'affecter auprès de lui à Dakar, à Lifon, et l'accompagner dans les méthodologies pour que systématiquement il puisse encore continuer son travail de recherche. Et c'est là qu'il va apprendre auprès des Silatigi, Koumen, et voilà, et dont on a le manuscrit qui date de 1943, et voilà un peu. Donc, ce que je pouvais dire sur ça. Ensuite, donc par rapport à l'organisation des ateliers de réflexion avec le Mali, au départ, la fondation voulait même avoir, comme elle peut être vraiment un outil d'intégration sous-régionale, comme ma sœur de la 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 RDC Fabiola nous le disait. Et donc pour nous pouvoir avoir le siège, mais bon, au Mali avec des représentations et tout, mais bon, finalement on ne désespère pas, mais il y a eu beaucoup d'activités avec le Mali, notamment l'organisation du 20e anniversaire. Chaque année, à la date anniversaire, des activités sont organisées, pas systématiquement avec moi. On a organisé aussi des journées de prière au Mali. Donc, avec le Centre Corée aussi, j'ai fait pas mal d'activités et j'ambitionne aussi tous les projets qu'il avait qui n'ont pas pu aboutir, avoir l'opportunité de pouvoir le faire parce que ça peut vraiment nourrir
le continent et il a dit partout où il ira, il peut bénéficier de l'hospitalité des autres, mais des droits naturels, c'est au Mali, même si on l'en frustre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire encore oui, donc par rapport à El Hadj Omar, on a beaucoup de documents là-dessus pour répondre à Amadou Tall et à Madina Cham. Oui, c'est sûr que il mesure un peu parce que, comme il dit, la parole a horreur de trois choses d'être dit avant le temps opportun, de ne pas être dit au moment opportun et d'être dit après le moment opportun. Donc tous ces documents du tome 2, on l'a. C'est une production abondante, notamment le passage de El Hadj Omar en Guinée aussi, Amadou Tall, où le Almami a dit, Almami Oumar, qui a dit qu'il n'y a pas de la superficie est trop Fouta est trop petite pour accueillir deux Oumar et qu'il aille ailleurs. Et en tout cas, on a cette conférence inédite qu'on doit publier, El Hadj Omar vu de l'intérieur, où il montre l'intelligence qu'il avait, comme il était un phénix du savoir. Il dit que c'est des esprits qui viennent comme une comète, des fois, et répandent la lumière. Mais il a dit que El Hadj Omar, il y a différentes facettes, il y a le conquérant, il y a le ceci. Donc, mais vraiment, il donne un éclairage nouveau sur l'homme dans ses valeurs, et c'est toute notre approche. Donc El Hadj Omar avec tous les descendants et tout, on a vraiment des manuscrits. Donc on pourrait même peut-être faire une copie des intitulés, même si on peut pas donner le contenu, mais pour avoir une idée de tout ce qu'il y a comme somme de connaissances et donc avec travailler en coopération avec Madina aussi pour voir comment envisager la publication, parce que de toute façon tout ça il l'a fait pour que ça arrive aux destinataires. Donc l'idée de la fondation, c'est vraiment de continuer cette œuvre de diffusion de ceux qui nous laissent. Et puis donc pour dire aussi que cette main tendue de la RDC, je la prends avec grand bonheur, parce que l'idée c'est de pouvoir se donner la main, c'est notre patrimoine commun, et il sera ce que nous on aura décidé de faire. Il a beaucoup donné, il a consacré sa vie dans un élan de générosité, sans grands moyens. Il a réalisé une œuvre considérable pour non seulement permettre aux Africains de mieux se connaître et les autres de mieux connaître les Africains dans nos échanges, dans ce que nous on est, dans notre être profond, et montrer qu'on n'est pas exotique, folklorique, mais en tant que culture qui véhicule une philosophie profonde. Et d'ailleurs, à son décès, c'est la lettre que Federico Mayor nous a adressée. Il a dit qu'il aura été l'un des pionniers à attirer l'attention de l'opinion mondiale sur la valeur et le prix irremplaçable de la culture, et montrer toute la valeur de cette culture, et il aura contribué de manière insigne à une meilleure appréciation de cette culture-là. Parce que quand il prenait la parole, il disait que lui, il n'est pas un universitaire, mais que comme bibliographie, il a ses contes, il a ses maximes, il a ses proverbes. Au début, ça amusait, et il arrivait vraiment à résoudre les conflits, et quand il y avait des différends qui éclataient, maintenant on lui disait: venez avec votre sagesse africaine nous aider à sortir de la crise. C'est ainsi que à la 64e session de l'UNESCO, où les pays qui ont accédé nouvellement à l'indépendance sont montrés à la tribune, ils ont commencé à insulter les pays développés, à
à telle enseigne que le sénateur Benton, américain, était vraiment fâché. Il est monté il a dit que son pays n'allait plus payer les cotisations. Il peut pas venir et se faire insulter par des ingrats, des analphabètes comme ceux-là, et que non, il n'en est pas plus question et tout. Donc, ce qui allait devenir une grave crise si les États-Unis se retiraient. Son ami René Mailleux, qui était directeur général de l'UNESCO, l'a pris et dit mais il faut que tu fasses quelque chose, sinon avec ta sagesse africaine, sinon donc il a demandé l'autorisation à tous les délégués s'ils pouvaient parler à leur nom, et donc ils ont acquiescé selon son inspiration. Il est monté sur la scène et il a dit le fait de traiter les pays africains d'ignorants et d'ingrats, il s'insurge contre ça, que lorsque les pays des anciennes colonies sont rentrés en guerre, que les Africains étaient à leur côté au prix de leur sang, et que leurs morts sont couchés aux côtés des nôtres. Donc quelqu'un qui te donne le sang ne saurait être traité d'ingrat, et que ignorants nous ne sommes pas, que l'écriture était une chose et la connaissance était autre chose, et qu'il est issu du pays des savants illettrés, et que apprenez qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc c'était en réponse à ce sénateur Benton-là qu'il a lancé cette phrase-là. Voilà. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes, pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.